Bonjour, cette vidéo concerne le sous-domaine de la physique numéro 1, ça concerne les ondes. Ce cours il est destiné aux filières scientifiques, notamment les filières SVT, PC et Sciences Maths. Le cours des ondes il est réparti comme suit, donc 2 chapitres dans les ondes mécaniques et un chapitre concernant les ondes lumineuses. On passe au résumé du cours, bien sûr qui tient compte de tous les points du cadre référentiel concernant cette partie-là. La première partie, c'est les ondes mécaniques. Le chapitre numéro 1, c'est les ondes mécaniques progressives. On commence par des exemples. Examinons cette animation-là. Donc, lorsque la goutte d'eau touche la surface de l'eau, il y a création d'une déformation au point d'impact. Ainsi, cette déformation-là se propage tout au long de la surface de l'eau. Un autre exemple, soit une corde tendue, on crée une déformation dans une extrémité de la corde qui se propage tout au long de la corde. Un autre exemple, soit le ressort suivant, on comprime quelques spires, après on les relâche et on voit que la déformation se propage tout au long du ressort. À partir de ces 3 exemples-là, donc on va donner une définition d'une onde. On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation ou déformation dans un milieu matériel élastique, avec transport d'énergie et sans transport de matière, qui constitue le milieu. Et il est dit progressive lorsque la source est entretenue. Cette définition-là, elle est souvent demandée à l'examen national. Différents types d'ondes mécaniques. On peut diviser les ondes mécaniques en 2 grandes familles. Les ondes mécaniques transversales, lorsque la déformation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Cette définition-là aussi, elle est demandée à l'examen national. Donc, définition, une onde est dite transversale s'il provoque une perturbation de direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Comme des exemples, les ondes à la surface de l'eau et l'onde le long d'une corde. L'autre famille des ondes est les ondes mécaniques longitudinales. Donc, lorsque le mouvement des spires est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Donc, définition, une onde dite longitudinale s'il provoque une perturbation de direction parallèle à la direction de propagation de l'onde. Exemple, le long d'un ressort, cet exemple-là qu'on a vu, ou bien les ondes sonores et ultrasonores. C'est l'objet du paragraphe suivant. Donc, un mot sur les ondes sonores et ultrasonores. Ces ondes-là sonores donc, de type longitudinal et tridimensionnel. La propagation, donc, il se propage à cause de la compression et dilatation des couches du milieu de propagation. Et la fréquence du son, donc pour les ondes sonores audibles par l'homme, la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Mais si la fréquence dépasse 20 kHz, donc on tombe dans les ultrasons qui ne sont pas audibles. Les propriétés générales des ondes mécaniques, donc il y a transport, comme on a déjà dit la définition, donc il y a transport d'énergie et non pas transport de matière. Examinons cette figure-là. Donc, on a un bateau dans la mer et une vague qui vient. Lorsque la vague arrive au bateau, donc il descend verticalement. Et lorsque la vague dépasse le bateau, donc le bateau revient à sa position initiale. Donc il n'y a pas de transport de matière. La direction de propagation, une onde se propage toujours dans toutes les directions qui sont offertes. Ainsi, on peut donc distinguer des ondes à 1 dimension, ou bien à 2 dimensions, ou à 3 dimensions. La célérité de l'onde est donnée par la relation V égale à D sur delta T, avec D en mètres, delta T en secondes, et V en mètres par seconde. Remarque, on préfère utiliser le mot célérité pour les ondes et non pas la vitesse parce qu'il n'y a pas de transport de matière. Donc, les célérités des ondes mécaniques dépendent de la température, c'est-à-dire si la température change, la vitesse ou bien la célérité de l'onde peut changer. Elle dépend aussi des caractéristiques du milieu, donc l'élasticité et l'inertie du milieu. Plus un matériau est dense, plus la vitesse de propagation est grande. Ainsi, la vitesse est importante dans les solides que dans les liquides et elle aussi supérieure à la vitesse de propagation dans l'air.
Prenons exemple, la vitesse du son vient des ultrasons à 25 degrés. Dans l'air, donc c'est à peu près 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est à peu près 1500 mètres par seconde. Et dans le solide, c'est supérieur à 3000 mètres par seconde. Un autre point, c'est le retard de la perturbation. Soit une onde qui se propage dans une corde à partir de la source S, et soit deux points du milieu de propagation M1 et M2. Bien sûr, l'onde va atteindre le point M1 avant le point M2. Donc, il y aura un retard de propagation entre les deux points M1 et M2. Ce retard, il est calculé par la relation suivante. C'est l'instant où l'onde arrive au point M moins l'instant où l'onde passe par le point M1, qui est égal à la distance entre les deux points sur la vitesse de propagation. Alors, l'élongation, donc l'élongation d'un point du milieu de propagation, c'est la distance avec laquelle ce point-là s'éloigne de sa position d'équilibre. Donc, si on compare l'élongation du point M2 par rapport au point M1, donc cette question-là aussi elle est bien toujours demandée à l'examen national, c'est que ce qui se passe au point M2 à l'instant T est déjà passé au point M1, mais à un instant T moins tôt. C'est-à-dire on doit revenir en arrière dans le temps pour savoir ce qui est déjà passé au point M1. Donc YM2 à l'instant T égale à YM1 à l'instant T moins tôt, c'est-à-dire le retard entre les deux points. Alors, fin du chapitre 1, on va commencer le chapitre 2 qui concerne les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc ce qu'on a rajouté ici, c'est le mot périodique. Donc, définition, une onde mécanique périodique est une onde produite par une source qui a un mouvement vibratoire périodique. Exemple, on voit ici donc c'est une représentation spatiale ou bien un aspect d'un milieu de propagation. Donc, on voit qu'une partie là qui se répète. Donc, c'est une onde périodique. Donc, un phénomène qui se répète dans le temps. Donc, une onde périodique est caractérisée par une double périodicité, la périodicité temporelle T, donc c'est la période temporelle d'une onde, et la période de la source qui la produit. Donc, ceci, bien sûr, il est important à l'examen national parce que dans l'examen, on vous donne soit une source de fréquence, par exemple, N, qui crée une onde dans une corde, par exemple, et on vous demande la question quelle est la fréquence de l'onde. Donc, la fréquence de l'onde, ou bien la période de l'onde, c'est la période ou la fréquence de la source qui la produit. Alors, tous les points du milieu de propagation vibrent avec la même période T et avec la même fréquence N que la source, parce que tous les points du milieu de propagation reprennent le même mouvement de la source. La périodicité spatiale, ou bien on l'appelle aussi la longueur d'onde, lambda. Si on regarde ou bien on examine cette figure-là, donc c'est un aspect ou bien une photographie du milieu de propagation à un instant T donné, on voit une partie qui se répète, donc la longueur de cette partie-là qui se répète, c'est la longueur d'onde ou bien la périodicité spatiale. Donc ici on a photographié le milieu de propagation à une date bien précise. La définition 1 de la longueur d'onde, donc la longueur d'onde, on a deux définitions qu'on doit normalement, on le demande à l'examen national. La première définition, c'est la longueur d'onde lambda et la distance qui sépare deux points successifs de milieu de propagation qui ont le même état vibratoire, c'est-à-dire qui vibrent en phase. La deuxième définition, c'est la longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par une onde pendant une période temporelle qui est égale à t. Et de cette deuxième définition-là, donc on tire une relation importante, c'est V égale lambda fois T qui est égal à lambda fois V sur la fréquence. Lambda égale à V fois T fois la période qui est égale à la vitesse sur la fréquence de l'onde. Avec lambda en mètres, la période en secondes, la vitesse en mètres par seconde et la fréquence en hertz. Alors, un cas particulier des ondes périodiques, c'est les ondes sinusoïdales. Alors, une onde est sinusoïdale, c'est le mouvement de la source qui la produit est un mouvement sinusoïdal ou bien son élongation est sinusoïdale ou bien harmonique. Examinons là donc cette figure-là. Donc, l'élongation donc de la source YS, donc elle commence bien sûr à t égale à 0, donc la source commence à vibrer sinusoïdalement, soit à notre point de milieu de propagation un peu loin de la source S. Donc l'onde atteint le point M après un retard tau ms, mais lorsque l'onde atteint le point M, il commence lui aussi à vibrer. Si on compare les deux figures, donc S a commencé ce mouvement vers le haut, et M aussi a commencé le mouvement vers le haut. Mais si on compare les mouvements ici à chaque instant, on voit que M vibre en opposition de phase
que S, parce que lorsque S descend, M augmente. Et lorsque S est à son minimum, M est à son maximum. Un autre exemple, si on compare ces deux courbes-là, c'est donc l'élongation de la source avec l'élongation d'un point M. Donc après un retard taux ms, l'onde atteint le point M et commence son mouvement vers le haut comme la source, qui a commencé le mouvement vers le haut. Mais ici, les deux points vibrent en phase. Parce que lorsque M est à son maximum, S aussi est à la source aussi il est à son maximum. Donc ici, les deux points vibrent en phase. Alors, des exemples d'ondes mécaniques sinusoïdales. Donc, on peut avoir donc une onde mécanique sinusoïdale le long d'une corde, ou bien à la surface de l'eau. Donc, à la surface de l'eau, on peut créer deux types d'ondes. Une onde circulaire si la source est pointue, ou bien une onde rectiligne si on a une règle qui frappe sur la surface de l'eau. Alors, ici, on a des longueurs d'onde, lambda. Donc, comment on peut les déterminer? De comparaison de mouvements de deux points d'un milieu de propagation, soit ici un milieu de propagation, on a ici représenté quelques points M1, M2, M3. Alors pour que deux points vibrent en phase, il faut que la distance entre les deux points soit un multiple de lambda. La distance M1, M2 égale à K lambda avec K appartient à une étoile. Mais pour que les deux points soient en opposition de phase, il faut que la distance entre les deux points vérifie la relation suivante, 2K plus 1 qui multiplie lambda sur 2 avec K appartient à N. Comment déterminer expérimentalement la longueur d'onde et la fréquence d'une onde périodique? Utilisation, donc bien sûr on utilise un oscilloscope. Dans l'ancien programme, on utilise aussi un stroboscope, mais normalement, si on regarde le cadre référentiel, on n'a aucun mot sur le stroboscope, donc on va parler seulement sur l'oscilloscope. Donc cette méthode-là nécessite un dispositif qui va permettre donc la conversion de l'onde vers un signal électrique, parce que l'oscilloscope ne visualise que les tensions électriques. Donc le montage, on a deux montages, soit le montage suivant où on a utilisé seulement un microphone et un haut-parleur. Donc le haut-parleur il est alimenté par le GBF, donc le haut-parleur émet un son. La tension délivrée par le GBF il est directement visualisée dans l'entrée YA et le son capté par le microphone capte le son et convertit en un signal électrique, puis il est visualisé dans l'autre voie YB. Donc on choisit une position des microphones où les deux signaux sont en phase, puis on déplace doucement le microphone jusqu'à avoir, donc lorsqu'on déplace le microphone, on voit que le deuxième signal il décale aussi dans l'écran de l'oscilloscope, mais on arrive à une position où les deux signaux sont encore pour la première fois en phase. Alors la distance avec laquelle on a déplacé le microphone représente la longueur d'onde. Le deuxième montage, ce montage-là, il est utilisé soit pour le son ou bien les ultrasons. Donc, si l'émetteur E est un émetteur à ultrasons, donc R1 et R2 sont deux récepteurs ultrasons, mais si E est un haut-parleur, donc R1 et R2 sont deux microphones. On alimente l'émetteur par donc une alimentation, généralement en GBF. Donc, il émet donc soit le son ou bien des ultrasons et on a deux microphones. Au début, les deux microphones sont à la même distance de l'émetteur, donc on voit sur l'écran deux signaux en phase. Et après, on décale R2 ou bien R1 selon une règle et on compte combien de fois on trouve des signaux en phase, c'est le nombre de fois de lambda. Phénomène de diffraction, donc c'est un phénomène qui caractérise les ondes. Alors, diffraction des ondes à la surface de l'eau. L'expérience, donc, elle est faite avec la cuve à ondes. On a ici une règle qui frappe sur la surface de l'eau, donc qui crée une onde rectiligne et dans le sens de propagation de l'onde, on a un obstacle muni d'une petite ouverture. Donc on a deux cas, c'est l'ouverture, donc elle est grande par rapport à la longueur d'onde, donc ici la longueur d'onde CA est supérieure à lambda, donc l'ouverture est supérieure à la longueur d'onde. Donc on a une onde diaphragmée, donc on n'a pas de phénomène de diffraction. Donc il y a seulement donc l'onde qui passe dans les dimensions de l'ouverture. Donc l'onde reste rectiligne, mais une partie seulement passe. L'onde est diaphragmée. Le deuxième cas, c'est l'ouverture A, elle est inférieure à la longueur d'onde. Donc on voit que l'onde qui était rectiligne devient l'onde circulaire et on voit qu'il y a des propagations de l'onde même derrière l'obstacle. Donc ce phénomène-là s'appelle la diffraction. Donc l'onde est diffractée et le phénomène s'appelle diffraction. Alors plus l'ouverture est petite, plus le phénomène de la diffraction il est important.
Conclusion, donc le phénomène de diffraction est caractéristique des ondes. Il se produit chaque fois que l'onde rencontre un obstacle muni d'une ouverture de largeur de l'ordre de longueur lambda. C'est-à-dire c'est un phénomène qui caractérise les ondes. Donc toutes les ondes peuvent avoir le phénomène de diffraction, même les ondes sonores ou bien les ultrasons, ou bien on va voir après les ondes lumineuses. Donc la condition de production de ce phénomène-là, c'est que la longueur d'onde doit être de lambda doit être de l'ordre de grandeur de l'ouverture de l'obstacle. Alors on définit l'écart angulaire, donc pour caractériser le phénomène de diffraction ou bien l'importance du phénomène de diffraction, on définit l'écart angulaire donné par la relation θ égale lambda sur L ou bien θ égale lambda sur A, avec A et l'ouverture de l'obstacle ou bien L c'est l'ouverture de l'obstacle. Alors remarque, lorsque j'ai examiné donc le cadre référentiel, il y a le dernier point, c'est il faut que l'élève peut donner donc un montage pour réaliser la diffraction des ondes sonores. Donc voilà le montage, donc un GBF, donc bien un émetteur, puis un obstacle muni donc d'une ouverture et un récepteur des ondes de son, bien des ultrasons qu'on déplace sur une trajectoire circulaire. Donc ainsi on peut caractériser le phénomène de diffraction de son ou bien des ultrasons. Le dernier phénomène de ces ondes-là, c'est le phénomène de dispersion. Alors, lorsque la vitesse de propagation d'une onde dépend de sa fréquence, le milieu est dispersif. Et le phénomène s'appelle la dispersion. C'est-à-dire, si on envoie une onde dans un milieu et on calcule la vitesse, si on change la fréquence de l'onde et on voit que la vitesse change, donc le milieu est dispersif. Sinon, il n'est pas dispersif. Alors, fin du chapitre 2, on commence le chapitre 3 qui concerne les ondes lumineuses. Alors, tout d'abord, est-ce que la lumière est une onde? C'est la question qui se pose. Est-elle une onde? Alors, expérience, c'est-à-dire mise en évidence du phénomène de diffraction. Donc, on va réaliser une expérience qui va nous permettre de déterminer est-ce que la lumière est une onde ou non. Donc, on envoie donc une lumière ici dans le laser sur un obstacle opaque qui ne laisse pas passer la lumière, mais il est muni d'une fente verticale, très fine. Qu'est-ce qu'on voit? On voit sur l'écran, donc des taches lumineuses séparées par des taches sombres, étalées horizontalement. Alors si on compare ce résultat avec le résultat déjà vu pour les ondes mécaniques à la surface de l'eau, on voit ici lorsque A est très petite, on a un phénomène de diffraction, c'est-à-dire il y a propagation des ondes même derrière les obstacles. La même chose ici, lorsque l'ouverture ici est très petite, on voit l'étalement des taches horizontalement. Donc ces taches-là secondaires, normalement, elles sont derrière l'obstacle. Mais lorsque la fente est grande, on voit seulement une seule tache ici, c'est-à-dire il n'y a pas propagation de la lumière derrière l'obstacle. Donc en comparaison, donc ces deux expériences-là donnent le même résultat, c'est-à-dire propagation de l'onde derrière l'obstacle. Ainsi, donc, elles donnent des résultats identiques. Donc, on peut conclure que la lumière, comme les ondes mécaniques, la lumière est une onde, ou bien elle a un aspect ondulatoire. Donc, la question posée à l'examen national qui concerne cette partie-là, c'est on veut décrire le phénomène et on vous demande quelle est la nature de la lumière mise en évidence par ce phénomène-là, ou bien quel est l'aspect de la lumière. Donc, soit on dit l'aspect ondulatoire, ou bien de nature, la lumière est une onde. Si on remplace la fente par un fil très fin, donc on aura le même résultat. Donc elle donne des mêmes résultats. Donc c'est une question qui est posée à l'examen. Dans la première partie de l'exercice, on travaille avec la fente. La dernière question, on vous demande, on a remplacé la fente par un fil de diamètre D, déterminé D. Il suffit seulement dans les relations remplacer A, de l'ouverture, largeur A de l'ouverture, par le D de diamètre du fil. Alors la figure de diffraction est toujours perpendiculaire à la direction de la fente ou bien du fil fin. Donc on voit ici la fente elle est verticale, la figure elle est horizontale. Ici le fil il est vertical et la figure elle est verticale, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires. L'influence de la largeur A de la fente sur le phénomène de diffraction, ou bien la largeur de la tâche centrale, et si on prend A égale à 400 micromètres, on a une tâche centrale de cette largeur-là, mais si on prend 200 micromètres, on aura une tâche centrale de largeur qui est grande. Donc la largeur L de la tâche centrale de diffraction est d'autant plus grande que la fente est plus fine. Le phénomène de diffraction est d'autant plus important que la fente est étroite. Alors l'écart angulaire, définition, donc l'écart angulaire dans le cas des ondes lumineuses. Donc on appelle l'écart angulaire θ du faisceau est diffracté, l'angle en radian compris entre le centre de la tâche centrale et la première extinction.
Alors, relation entre l'écart angulaire et la longueur d'onde, θ égale lambda sur A, donc cette relation-là est déduite de l'expérience. Donc, c'est la relation numéro 1. La relation entre la longueur L de la tâche centrale et la longueur d'onde, donc soit la figure suivante, donc on a défini l'écart angulaire θ, c'est entre le centre de la tâche centrale et la première extinction. Donc ici on a un triangle rectangle, on travaille sur ce triangle-là, tangente θ donc égale à L sur 2 sur D, donc c'est le côté opposé sur l'adjacent. Mais θ est toujours un angle qui est petit, donc on peut écrire tangente θ égale à θ bien sûr en radian. Ainsi, on peut remplacer tangente θ par θ qui est égal à L sur 2D. Donc, avec cette équation-là, numéro 2, avec l'équation numéro 1 qu'on a déjà vue, donc on peut tirer l'équation suivante. L égale à 2D lambda sur A. Donc, de cette équation-là, donc, on tire que la largeur de la tâche centrale ainsi l'importance de la diffraction, elle est proportionnelle à lambda et inversement proportionnelle à A. Influence de la longueur d'onde sur la tâche centrale de la diffraction, et ces deux expériences réalisées dans les mêmes conditions mais avec deux lasers différents, le laser rouge et le laser vert. Donc on voit ici que la tâche obtenue par le laser rouge est supérieure à la tâche obtenue par le laser vert. Ainsi, d'après ce qu'on connaît, que la lambda de la lumière verte est inférieure à la longueur d'onde de la lumière rouge. Et par l'expérience, donc L vert inférieur à L rouge, donc lambda est proportionnel à L est proportionnel à lambda. Remarque, le laser est une lumière monochromatique. Alors, c'est quoi une lumière monochromatique? C'est une lumière caractérisée par une seule couleur et une seule fréquence. On peut même réaliser la diffraction par la lumière blanche. Donc, on voit ici une tache irisée, mais dans le centre, et on a une tache qui est blanche. Pourquoi? Parce qu'il y a au milieu, il y a superposition de toutes les couleurs qui constituent la lumière blanche. Donc, la tache là, c'est une tache qui est irisée et la frange centrale est blanche. Alors, la conclusion, la lumière blanche est une lumière polychromatique, c'est-à-dire qu'elle est constituée de plusieurs longueurs d'onde et plusieurs couleurs. Alors l'indice, donc les caractéristiques d'une onde lumineuse, on commence par l'indice de réfraction. On définit l'indice de réfraction ou indice d'un milieu transparent par une longueur d'onde donnée par la relation N égale C sur V, avec C égale 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde, donc c'est la célérité de propagation de la lumière dans le vide ou bien dans l'air, et V, la vitesse de propagation de l'onde de la lumière dans le milieu est toujours V inférieur à S égale à C, ce qui donne que N il est toujours supérieur ou égal à 1. La fréquence et longueur d'onde, donc une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence nue. Cette fréquence ne change pas quel que soit le milieu de propagation. C'est-à-dire si une onde une onde monochromatique, une lumière monochromatique se propage dans un milieu puis entre dans un autre milieu, seulement la vitesse et la longueur d'onde changent, mais la couleur et la fréquence et la période ne changent pas. Donc, une onde de fréquence nue se propage dans un milieu d'indice N avec une vitesse V telle que V égale lambda fois nu. Donc, ces relations, on a déjà vu cette relation dans les ondes mécaniques. Pour une onde lumineuse donnée, la longueur d'onde dépend du milieu de propagation. C'est-à-dire, si une lumière se propage dans un milieu et entre dans un autre milieu, il y a changement de la longueur d'onde. La nouvelle longueur d'onde lambda égale la longueur d'onde dans le vide qui est divisée par l'indice N du milieu de propagation. Le domaine visible, donc ici on a donc le domaine des ondes électromagnétiques, donc c'est un domaine qui est très très vaste avec les utilisations. Alors le domaine qu'on voit, donc l'œil humain peut percevoir, donc il constitue seulement un étroit domaine dans ce domaine-là électromagnétique. Donc ici on a fait un zoom pour voir les couleurs qui constituent la lumière blanche. Donc les couleurs donc, sont réparties de la couleur violette jusqu'à la couleur rouge, et le domaine des longueurs d'onde de la lumière bien visible, il est compris entre 400 et 800 nanomètres. C'est un domaine donc pour le vide ou bien pour l'air. Si on est dans un autre milieu de propagation comme le verre ou bien l'eau, ce domaine-là 400-800 ne reste pas valable. Le dernier phénomène donc, dans ce chapitre-là, c'est le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Donc le prisme, donc pour faire réaliser cette expérience-là, donc on utilise un prisme qui a donc deux faces triangulaires donc parallèles, une arête, et il est caractérisé par un angle A. Donc l'arête est toujours donc contreposée de la base. Donc si on utilise tout d'abord la lumière monochromatique, on envoie un rayon
lumière monochromatique, il est suivi de déviations, c'est-à-dire il est suivi de réfractions. La première réfraction sur la première face et la deuxième réfraction sur la deuxième face. Et ainsi, on définit ici l'angle de déviation, c'est l'angle entre la direction du rayon incident et le dernier rayon, bien le rayon émergent du prisme. Donc, si la lumière est monochromatique, on a seulement un phénomène, c'est le phénomène de réfraction, et qui est caractérisé par les 4 relations connues par les relations du prisme. Mais si la lumière est une lumière blanche, c'est-à-dire une lumière polychromatique, on a 2 phénomènes, la réfraction sur les 2 faces ainsi que la dispersion, c'est-à-dire l'apparition des couleurs de l'arc-en-ciel, bien les couleurs qui constituent la lumière blanche. Et on voit ici que la couleur violette, c'est elle qui est la plus déviée. Donc, la vitesse de propagation des différentes fréquences, c'est-à-dire qui constituent la lumière blanche, elle est différente à l'intérieur du prisme. Donc, le prisme est un milieu dispersif. Pourquoi? Parce que la vitesse de propagation dépend de la fréquence. C'est-à-dire que chaque couleur à l'intérieur du prisme, chaque couleur donc, a une vitesse propre. Ce qui est donc que la sortie, ils n'auront pas le même point de sortie. Donc, la lumière violette est plus déviée que la lumière rouge. Et je vous remercie de votre attention. Donc à la fin, vous avez ici le cadre référentiel, donc normalement à connaître, parce que l'examen national, donc, elle respecte ce cadre référentiel-là, donc qui concerne les 3 chapitres. Merci.